Pour nous parler des enjeux et problématiques de la qualité de vie au travail dans la fonction publique, j'accueille maintenant M. Philippe Douillet, chargé de mission à l'ANACT. Pour faire avancer, c'est bon ça. D'accord. Dans ce sens-là, ici. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle donc Philippe Douillet, je suis chargé de mission à l'ANACT et j'ai une mission de coordination des actions du réseau ANACT-ARACT dans le secteur public. Et c'est à ce titre-là que je fais cette intervention qui a pour but de redonner peut-être quelques éléments du cadre de la qualité de vie au travail. Qu'est-ce que c'est? Redonner quelques éléments là-dessus. Mais surtout peut-être de dire la qualité de vie au travail dans la fonction publique. Quel sens ça a? Comment construire cette qualité de vie au travail dans le secteur public? Ce n'est pas tout à fait pareil que le secteur privé, évidemment, il y a un contexte différent. Et puis de faire déjà un premier retour d'expérience, parce qu'il y a déjà des expériences nombreuses qui s'appellent qualité de vie au travail ou qui s'appellent autrement, mais en tous les cas qui sont des tentatives et des essais souvent réussis de démarches participatives, et donc de vous faire remonter en quelque sorte les résultats des retours d'expérience pour donner quelques éléments de freins, leviers dans la fonction publique. Je m'appuie en titre de cette coordination, je m'appuie sur l'expérience du réseau. L'expérience du réseau ANACT, vous le savez, qui intervient essentiellement dans le secteur privé, mais qui maintenant depuis 7-8 ans, et plus dans le secteur hospitalier, intervient régulièrement dans le secteur public, dans les 3 versants du secteur public. Les demandes ont beaucoup augmenté. Et donc, il y a environ 100-150 interventions dans le secteur public, dans des directions régionales, dans des collectivités locales, etc., sur ce sujet ou sur d'autres de la fonction publique. Alors, je vous propose un exposé un peu en 3 temps. Un premier temps qui sera un peu plus rapide finalement. C'est quoi la qualité de vie au travail? Je redonnerai quelques éléments qui sont des éléments que nous avons partagés avec la DGAFP, notamment au travers du guide que vous avez, je crois, dans les pochettes. Mais je crois que c'est important de redire ce que c'est que la qualité de vie au travail. Et puis, c'est quoi plus spécifiquement dans la fonction publique? Donc, deux premiers chapitres sur c'est quoi de quoi s'agit-il? Deuxième chapitre, ce sont les deux points suivants. Au fond, comment y aller? Quelles sont les différentes modalités pour s'engager sur une démarche qualité de vie au travail? Et évoquer très brièvement, je n'aurai pas beaucoup de temps, mais les ateliers le feront pour nous, des expériences de démarche qualité de vie au travail. Et puis enfin, dernier point, je crois que ça serait important effectivement d'évoquer, à partir des retours d'expérience que nous avons, un certain nombre de conditions qui me semblent spécifiques à la fonction publique pour pouvoir développer des démarches qualité de vie au travail. Alors, premier temps, c'est quoi? Je ne vais pas développer très, très longuement. Là, il y a toujours des fois des problèmes de apparition. Je vais presque tout faire apparaître. Je ne vais pas développer longuement ce schéma que vous avez peut-être en tête, que vous retrouvez d'ailleurs dans le guide aussi, pour vous dire que la qualité de vie au travail, ce n'est pas simplement une mode, pas quelque chose qui est venu d'un seul coup pour remplacer peut-être les RPS. Là serait la vision positive des RPS, parfois on entend ça. Non, je crois que la qualité de vie au travail, ça résulte d'une évolution, d'une prise de conscience d'un certain nombre de problèmes d'organisation, de sens du travail, de relations des acteurs, dans le privé comme dans le public, des salariés, des agents, à leur travail, et qu'il y a eu toute une évolution de réflexion sur ce sujet. Alors on est parti du stress, on a parlé des RPS, il y a tout un tas de rapports, je ne vais pas développer. Un rapport très important qui a à un moment donné, le rapport Lachman, Pénicaud et Larose, qui a fait des liens très intéressants entre la question du bien-être au travail et l'efficacité des organisations. Et puis tout un tas de notions qui se sont développées, tout un tas de travaux, je pense notamment ceux d'Yves-Clos, autour de la qualité du travail comme étant une condition de la qualité de vie au travail et une condition de reconnaissance des agents. Il y a eu des accords interprofessionnels dans le secteur privé, l'accord sur le stress, puis l'accord sur la qualité de vie au travail. Et puis petit à petit, on a pris conscience de la limite, c'est à la fois privé et le secteur public, un peu plus tard dans le secteur public.
on a vu que toutes ces démarches RPS, et la plupart des structures que vous représentez, je pense, sont très engagées dans les démarches RPS, ont bien pris conscience de ces questions-là. Il y a eu de la formation, il y a eu des besoins d'expression qui ont été entendus et qui ont été travaillés par les structures publiques. Mais on a vu aussi, et on a eu l'occasion de faire un rapport pour la DGFP, les limites de cette approche RPS. Au fond, dans beaucoup de structures, on a fait un bon diagnostic, on sait en gros bien où sont les problèmes, mais grande difficulté pour passer au plan d'action et passer notamment en prévention primaire. D'où cette approche sur la qualité de vie au travail qui permet d'aller plus loin et ces discussions qui n'ont pas abouti dans la fonction publique, mais sur la qualité de vie au travail. Alors il n'y a pas eu de grand accord, comme dans le privé, sur la qualité de vie au travail, mais vous voyez qu'au bout du compte, il y a eu, à partir de cette démarche, de cette approche qualité de vie au travail, tout un tas d'expériences qu'on va relater un petit peu, que je vais évoquer, et puis qu'on va relater cet après-midi dans nos ateliers. Donc, redire que la qualité de vie au travail, ce n'est pas simplement, repeindre la cantine, ce n'est pas mettre des plantes vertes dans les couloirs d'entrée, c'est vraiment un travail de fond sur les questions d'organisation du travail, c'est vraiment aller davantage vers la prévention primaire, et c'est une démarche, c'est une thématique, c'est une démarche, ce n'est pas un sujet, je dirais, que l'on traite comme les autres, mais c'est plutôt une nouvelle façon d'appréhender les sujets. On a vu en particulier les limites d'une approche peut-être par risque. Bien sûr, il faut la prévention et la dimension et risque est très importante, mais les limites d'une approche du travail uniquement comme une exposition au risque. Et la démarche ou l'approche qualité de vie au travail permet de dépasser cela. Alors ça tombe dans un contexte plutôt beaucoup de choses qui changent. Je crois que ça a été évoqué par M. Le Goff, bien sûr, vous connaissez tous et vous vivez tous les transformations du secteur public, en particulier le numérique, mais ça tombe dans un contexte aussi où finalement il y a une attente des agents qui a été souvent soulevée dans l'occasion des démarches RPS, mais une demande forte des agents. Et j'en veux pour preuve en particulier cette consultation organisée par la Direction interministérielle de la transformation publique, toute récente, 2019, qui a eu un certain succès, puisqu'il y a 135 000 agents qui ont répondu. Et qu'est-ce qu'on demandait, qu'est-ce qui apparaît dans les demandes des agents? Eh bien, d'abord, améliorer le service aux usagers. Donc la question de la qualité du service, de la qualité du travail qui est rendu à l'usager, est évidemment extrêmement importante. On voit bien que là, c'est un élément majeur. Bien sûr, des moyens pour pouvoir le faire, et aussi, vous le voyez, plus d'autonomie et plus de concertation, d'implication à l'occasion des réformes. Il y a des demandes en ce qui concerne le management et des demandes extrêmement fortes en termes de sens du travail. Et on retrouve là, pour le coup, des spécificités. Différentes études l'ont montré, je pense aux travaux de Claire et Degamassou, par exemple, ont montré comment, dans le secteur public, la question de la motivation, de la qualité de service rendu au public était un élément très important. Et puis des choses autour de l'aménagement des conditions aussi concrètes de vie, d'équilibre entre le temps de travail et le temps privé, par exemple sur le télétravail. Donc on voit aussi que non seulement, je dirais, il y a un mouvement de compréhension et d'appréhension des questions de santé au travail différentes au fur et à mesure qu'on approfondit envers la prévention primaire, mais il y a aussi un contexte des agents qui sont en attente de plus d'autonomie, de participation, en particulier dans les réformes qui sont vécues globalement comme très descendantes et pour lesquelles la participation, la concertation est difficile. Donc voilà un petit peu sur ce premier point de contexte. Je crois que c'était important de rappeler pour dire qu'au fond, la qualité de vie au travail, ce n'est pas simplement une mode, mais c'est vraiment issu de tout un travail, toute une réflexion des différents acteurs, dans le privé comme dans le public, et l'aboutissement d'une réflexion sur comment mieux on prend en compte les questions de conditions de travail. Alors, dans la fonction publique, de façon un peu plus précise, je vais essayer d'illustrer, c'est quoi ? Et je vais vous donner deux exemples pour essayer de rendre compte de ce que peut être l'approche, la démarche qualité de vie au travail, en la distinguant peut-être d'une approche par les risques. C'est une intervention, un accompagnement que nous avons fait dans une université de la région Rhône-Alpes qui se pose des problèmes, comme vous l'imaginez. En première année, il y a un nombre d'étudiants extrêmement important. Après, c'est un peu le goulot d'étranglement, mais c'est la première année. Et donc, des conflits, des tensions avec les enseignants, des conflits avec les administratifs, des conflits entre administratifs
et les enseignants, etc. Alors, on peut prendre ce problème-là de plusieurs façons. On peut le prendre sous un angle, je dirais encore, prévention des risques. Et l'angle prévention des risques, ça sera finalement la prévention, les risques liés pour le personnel, liés aux tensions avec les étudiants. Au fond, le rapport à l'étudiant est conçu comme un risque, et du coup, la question de la prévention va se poser pour essayer de diminuer ce risque. Voilà une façon d'entrer, et on pourra peut-être avancer sur ce sujet. L'entrée QVT propose une autre façon d'approcher le même sujet, finalement, de traiter le même sujet. C'est comment améliorer l'accueil et la gestion des étudiants de première année, sachant qu'ils sont très nombreux, etc. Et dans cette université, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un processus participatif. Voilà, on a pris le problème selon ce que j'ai indiqué dans le cadre, comment améliorer l'accueil des étudiants. Vous voyez qu'il s'agit bien, pas directement d'une question de conditions de travail, il s'agit d'une question de qualité de service rendu pour le coup public étudiant. Et du coup, on a mis autour de la table, bien sûr des enseignants, bien sûr des administratifs, on a mis tous ceux qui étaient en contact avec les étudiants, et y compris, on a fait participer à ce groupe-là quelques étudiants pouvant représenter un peu les attentes, les difficultés rencontrées par les étudiants. Alors, vous voyez qu'il s'agit bien au total d'améliorer les conditions de travail, bien sûr, des agents qui sont en contact d'étudiants, mais la façon de prendre le problème fait que le rapport à l'étudiant n'est plus vu d'abord comme un risque, mais plutôt comme une condition pour pouvoir développer son travail. Et donc, il est recherché à travers cela, ce processus qualité de vie au travail, des solutions qui vont finalement permettre à la fois améliorer la performance de l'organisation. L'étudiant sait où il doit se renseigner, sait où trouver le dossier, etc., d'améliorer les conditions de travail et de faire un meilleur accueil aux étudiants. Vous voyez que donc l'approche QVT n'est pas une approche qui annihile bien sûr la question des conditions de travail, les risques psychosociaux, il s'agissait de ça au départ bien sûr, mais elle permet d'entrer sur la question d'une façon différente. Deuxième exemple, c'est celui d'un projet de dématérialisation, donc de développement de démarches administratives. Alors on pourrait faire une réponse RPS classique, je dirais, prévention des risques, comment gérer, évaluer les impacts de ce projet et évaluer les impacts sociaux. Et puis on peut le faire une réponse QVT qui serait un peu différente, se situer le plus en amont du projet, expérimenter dans des démarches participatives un certain nombre d'axes de travail, avec l'idée de comment construire effectivement un dispositif et un processus qui permet à la fois la qualité du service rendu à l'usager, mais aussi que les agents se retrouvent dans ce processus. Vous voyez, j'ai essayé d'illustrer ici l'approche qualité de vie au travail. Vous voyez qu'elle n'annihile pas toutes les approches RPS en particulier, mais elle permet de poser le problème un peu différent et de lier les enjeux de qualité de service rendu au public et qualité des conditions de travail. J'ai abordé par là aussi, à travers ce processus participatif, décloisonné, parce que vous voyez qu'on a fait travailler des gens qui ne travaillaient pas forcément ensemble. Avant, on aurait pu, entre RPS, faire intervenir que les préventeurs. Là, on élargit le champ. Et donc, à travers ça, quelques caractéristiques essentielles des démarches QVT que vous retrouvez dans le guide. Alors, c'est quoi ces caractéristiques essentielles de toute démarche QVT? Alors, d'abord, c'est une démarche, bien sûr, une démarche structurée qui va permettre d'aborder un certain nombre de thématiques. C'est le premier point, les démarches. Deuxième point, que ça soit à la fois pour conduire des transformations, quand on a un projet de nouvelle organisation, ou pour résoudre des problèmes. Le cas de l'université, on cherchait à résoudre un problème, les tensions entre le personnel et les étudiants de première année. Donc, dans ces différentes hypothèses, il s'agit toujours de rechercher comment améliorer à la fois la qualité du travail et la qualité du service. Troisième élément très important, eh bien de trouver, bien sûr, non seulement de poser le problème, de poser tous les enjeux qui existent, de rechercher les informations pour pouvoir bien traiter la question, mais il s'agit ensuite de dégager des pistes et de les expérimenter. Voilà une autre caractéristique forte de la démarche QVT. Et puis, bien sûr, vous l'avez compris, avec la participation active des agents, il n'y a pas de qualité de vie au travail s'il n'y a pas de possibilité
d'expression concrète des agents et si la parole des agents n'est pas entendue sur leurs propres conditions de travail. Et ça, dans un processus de dialogue social. Voilà comment se développent, voici les quelques caractéristiques de la qualité de vie au travail. Ça correspond d'ailleurs à l'accord aussi dans le secteur privé, mais aussi ce que vous retrouverez sur le guide. Alors après, c'est quoi la qualité de vie au travail? Comment on s'y prend? Eh bien, peut-être il y a un reproche parfois, cette qualité de vie au travail, ça paraît très complexe, c'est une démarche très lourde, très complexe. Je crois que c'est important de dire qu'il y a plusieurs façons de faire de la QVT. Il y a effectivement des expériences un peu lourdes peut-être, effectivement, où une structure se pose la question d'engager toute une démarche qualité de vie au travail. Et à ce moment-là, elle utilisera les outils que vous retrouverez. Et je dirais un petit peu cette marguerite qui est proposée par le réseau ANACT. Et il y aura différentes thématiques qui pourront aboutir à des projets sur tel ou tel point, sur le télétravail, sur différents sujets. Mais aussi, je crois que c'est important de le voir, qu'il pourrait y avoir aussi des démarches beaucoup plus localisées. On n'est pas obligé tout de suite de démarrer par une démarche extrêmement complexe, extrêmement lourde, mais on pourra démarrer sur une réorganisation d'un service, sur la mise en place du télétravail en tant que tel, donc sur, je dirais, un micro périmètre, démarrer la qualité de vie au travail, une démarche de qualité de vie au travail. Je vais un peu vite maintenant sur les démarches. Il existe déjà des démarches nombreuses. Je vais aller vite là-dessus parce que les ateliers le montreront largement. La fonction publique hospitalière, sachez-le, est déjà engagée depuis un certain nombre d'années sur ce sujet et on accompagne beaucoup de structures dans le domaine hospitalier là-dessus, notamment à travers des actions collectives, des clusters. Et il y a des réorganisations de services, des démarches de construction, d'accueil pour les soins ambulatoires, etc., qui existent dans nombreuses, plus de 200 structures. En fonction publique et territoriale, il y a aussi des structures qui expérimentent, en particulier les conseils départementaux qui expérimentent un certain nombre de choses. Et puis, dans la fonction publique d'État, ça a déjà été évoqué, il y a un certain nombre d'expériences qui sont menées et qui sont importantes. Et on en verra tout à l'heure des exemples dans une préfecture, au ministère des Finances, dans une direction de la protection judiciaire et de la jeunesse, dans une université, un certain nombre d'expériences et qui viennent compléter ce qui a pu être fait sur le télétravail ou l'égalité professionnelle. Je termine par deux diapos. Et j'aurai ma conclusion, qui me paraissent importantes. Il me semble que là, c'est une réflexion peut-être sur finalement la qualité de vie au travail dans le secteur public. Est-ce que c'est différent du secteur privé? Oui et non. Les problématiques ne sont pas fondamentalement différentes, mais je crois qu'il y a des sujets qui sont posés avec plus d'acuité. J'en donne quelques exemples. Premier point, c'est la question de l'implication de la direction avec un engagement au plus haut niveau. Il n'y a pas de démarche si la direction du service n'est pas posée. Et ce qui pose parfois des problèmes avec le turnover des cadres dans la fonction publique. Deuxième point, si la parole des agents n'est pas reconnue comme une source de qualité de vie au travail. Et donc pour ça, il faut des conditions pour que cette parole soit en confiance et puisse s'exprimer. Et on a eu beaucoup de cas où les agents n'y croient plus. Les agents ne sont pas dans une dynamique de participation. Et donc là, la question de quelles sont les conditions, en particulier ça rejoint la question des marges de manœuvre, pour que cette parole soit entendue et qu'elle puisse notamment se faire sur les questions de performance. C'est quoi la performance d'une école? C'est quoi la performance d'un hôpital? C'est quoi la performance d'une mairie? Eh bien, la question de la qualité du service doit pouvoir être discutée dans ces espaces de discussion. Il faut évidemment un management à l'écoute et qui ne se sente pas en insécurité sur ces sujets, mais que ce management soit aussi écouté. Il est aujourd'hui dans une situation qui est souvent difficile. Et évidemment, des marges de manœuvre. S'il n'y a pas de marge de manœuvre, on ne voit pas très bien comment il peut y avoir de la qualité de vie au travail. Ce qui veut dire qu'il y ait un minimum de moyens pour travailler dans de bonnes conditions, ce qui n'est pas toujours le cas dans toutes les structures publiques, qu'il y ait des marges réelles de manœuvre pour les agents et pour les directions. On est du côté des positionnements des acteurs. En termes d'organisation, je terminerai par là, eh bien, je pense qu'il y a un élément très important dans la fonction publique, peut-être plus que dans le privé. Vous avez été tous mobilisés fortement sur les questions des démarches prévention des RPS. Il est très important qu'il y ait un lien entre ces démarches. Les démarches QVT ne viennent pas supprimer les sujets risques psychosociaux. Et il est extrêmement important, ça peut être l'occasion de faire une évaluation
souvent dans ces démarches, il y a eu une expression des agents très importante. Il y a eu un besoin d'expression. Eh bien, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'était juste à un moment donné ou comment on organise d'une façon pérenne l'expression des agents? La formation des acteurs, évidemment, la possibilité d'expérimenter et de diffuser ces démarches, bien sûr une question de qualité de dialogue social et une question aussi très importante dans la fonction publique particulièrement, pas uniquement, de bien articuler dialogue social et dialogue professionnel. Notamment les espaces de discussion, on le verra dans un atelier, ne doivent pas être un moyen de contourner le dialogue social. C'est bien un moyen de faire apparaître le travail concret à partir de ce que vivent les agents, et ça doit nourrir au contraire le dialogue social. Et donc il faut trouver les dispositifs qui permettent d'associer, de jouer la complémentarité entre dialogue social et dialogue professionnel. Je termine complètement. J'ai fini, c'est ma dernière diapo. Voilà. Donc vous voyez que la qualité de vie au travail n'est pas un gadget, n'est pas un nouveau thème en tant que tel. Il résulte de tout ce travail-là. C'est un prolongement, un approfondissement de la question des conditions de travail. Cela peut permettre effectivement de favoriser l'engagement des agents, et on sait que dans le service public, c'est un élément extrêmement fort. La qualité de service public, ça peut aussi faire bouger les questions d'attractivité, qui ne sont pas négligeables, et puis répondre aux attentes nouvelles des agents. Et puis je vous renvoie au rapport du 16 qui disait bien à quel point les démarches d'innovation au sein de la fonction publique doivent être soutenues et amplifiées. Elles sont porteuses de transformation et de reconnaissance pour les fonctionnaires. Je pense que la qualité de vie au travail peut être une bonne opportunité pour répondre à cette exigence d'innovation. Je vous remercie.